Ouais, continuez. Je sais pas. En direct. Ah oui, C'est lourd. Non mais le temps que les gens se connectent, et puis le temps que les gens puissent partager en fait le live. On leur demande de partager parce que avec Déborah on est bloqué. Bloqué Sur les partages, ils nous ont bloqué, on peut plus partager parce qu'on a trop partagé en fait. Trop de diffusion, ils nous ont bloqué. Alors Alors on demande aux gens de partager. Et en fait les gens ils partagent et donc ça nous aide à diffuser quoi. Bon, ok. Bonsoir à tous, bonsoir Rabbi Yaakov Citruc. Bonsoir, bonsoir. Merci de répondre toujours présent à l'invitation donc, de Déborah Amar et de votre serviteur pour donc ces petits rendez-vous du mardi soir, devenu maintenant une institution. Amen. Amen, si tu veux. Les gens sont vraiment très heureux de vous retrouver et on reçoit énormément de messages. Merci. Il y a des soucis. Non. Et donc, ça, énormément de messages, évidemment, d'affection, de remerciements et des messages qui nous disent que c'est incroyable ce qui ressemble à son père. Et je sais que c'est un compliment que vous affectionnez, que vous aimez bien. Aussi sympa. Zahra qui nous rappelle que c'est du direct. Ah oui, pardon. ouais, c'est du direct, Zahra Baruch Hashem. Bonsoir à tous, bonsoir à Serge, Toto. Bonsoir à tous de Shalom, soldat de Christ. D'accord, ça commence bien. Et donc voilà, Baruch Hashem, beaucoup de messages. Alors, juste ce soir, le shiur va être pour la Refoua Shelema. De Dvorah Batréa. Donc de Dvorah Chaya Batléa. Et un jeune homme dont je n'ai pas le nom. Voilà, il s'appelle Shmuel ben Avigail. Baruch Hashem, que mon Dieu lui envoie une bonne santé et ainsi qu'à tous les Rofechola à Israël. Donc ce soir, cher Rabbi Yaakov Citruc, j'ai pensé, j'ai eu l'idée cette semaine, ou la semaine dernière, de parler de Shidur. Alors on va essayer de scinder le programme en deux. Une première partie où on va discuter donc de ce qui fait peur à certains, ce qui a... Gérard Chaim Fred, Ben Ourida Rose, Refoua Shelema. Voilà, Refoua Shelema, on va faire pour tous les malades, voilà, tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui sont écrits. Shmuel Ben Miriam, etc., tous les malades, on ne pourra pas... donc voilà, donc du Shidur. On va essayer de démystifier un petit peu cette forme de rencontre et on va essayer de... non mais faut pas s'arrêter sur les commentaires sinon on peut arriver. Voilà, j'ai enlevé les commentaires, le Rav ne voit plus les commentaires. Voilà, donc en gros, pas mal de questions qui ont été posées. Et donc dans un deuxième temps, on prendra les questions des internautes donc, qui nous suivent sur notre page. Et on vous demande plus que jamais de partager ce très beau live qui, Bezrat Hashem, nous éclairera un petit peu plus sur ce procédé de rencontre qui est le Shidur. Donc, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un Shidur ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Shidur ? C'est une bonne question. Et on va essayer d'un peu d'expliquer, de démystifier d'abord la chose, puisque je crois que beaucoup de gens ont peur de cette expression qui s'appelle le Shidur, bien que je pense que c'est pas aussi grave que ce qu'on croit. Le Shidur, c'est en fait deux personnes qui se rencontrent, ok, et qui ont l'intention dans cette rencontre d'aboutir à une décision, est-ce qu'ils peuvent ou est-ce qu'ils veulent se marier ou pas. Donc ça veut dire que en fait, l'objectif il est clair. Bien souvent, quand les jeunes se rencontrent, ok, tu vas me dire si je me trompe, ouais, vas-y. C'est pas pour se marier. Donc ils vont se fréquenter, ça va durer un certain temps, et puis rien ne va aboutir. Le Shidur, c'est l'antithèse. Et justement, la volonté du Shidur, c'est qu'on se rencontre pour savoir si on se marie ou pas. Donc par exemple, on va pas raconter de mensonges, on va pas exagérer, puisque de toute façon l'autre il va venir par le savoir. Deuxièmement, on va respecter la personne qu'on a en face, puisque c'est où on se marie, ou on arrête. Troisièmement, on va pas perdre de temps.
et on va pas non plus rencontrer n'importe qui, puisque sur le papier, on va dire, dans l'absolu, on va choisir les personnes qui pourraient éventuellement correspondre à ce projet. Donc un espèce de filtre au départ qui va faire que la personne qu'on va rencontrer correspondrait à certains critères de sélection. Exactement, c'est moi je te propose quelqu'un. D'accord. Elle a tel et tel et tel profil. Toi, tu dis, ah non, c'est pas du tout ça que je cherche, puisque moi, mes objectifs, ils sont différents. Donc, tu vas me dire oui ou tu vas me dire non. Ok. Donc, tu vas gagner beaucoup de temps. Alors, par exemple, si on peut illustrer ça techniquement, demain, un jeune homme ou une jeune fille vient vous voir, même si vous faites pas, c'est pas votre fonction première de faire des chutes, mais mettons, une jeune fille viendrait vous voir demain, dire voilà, il y a un petit truc, j'ai 30 ans, je suis célibataire, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Ça va être quoi les questions, ça va être quoi les renseignements que vous allez demander en fait en prémisse des informations en réalité? Bah, si tu veux, en général, c'est pas celui qu'on vient solliciter qui a besoin de demander. Toi, tu vas venir me voir, tu vas me dire, voilà, je voudrais un chidour, d'accord, je cherche à me marier, ok. Donc, c'est toi qui vas me dire, je voudrais une fille qui veut habiter en Israël ou pas, qui veut être religieuse ou qui veut pas, La question, c'était plus, quelles sont les informations importantes que moi je vais recevoir. Que vous allez recevoir. Exactement, voilà. Imagine que tu me dis, moi je veux quelqu'un qui je vais avoir 10 enfants, et donc moi je connais une jeune fille, mais 10 enfants, même pas en rêve, elle en veut que 2. Admettons, tu vois, en général, je me recommande d'éviter d'être buté sur des critères aussi, enfin je veux dire, de façon aussi arrêtée, mais c'est ça l'idée, c'est ça l'esprit. D'accord. Maintenant, si je connais une jeune fille, elle vient d'une famille, d'un milieu ultra orthodoxe, etc., et je connais un jeune homme qui est pas du tout dans cet esprit-là, même si comment s'appelle, leurs objectifs ils peuvent être similaires. Bon, on va dire ok, c'est pas le même milieu, donc forcément il y a un décalage de culture, etc. Donc la personne en général qui va proposer un chidour, elle va prendre en compte un peu tout ça. Bon, on va appeler ça le profil. Ok, donc quand on va notamment chez ce qu'on appelle une chatranite, ok, il y a des chatranites qui auront des formulaires, elles vont penser à toutes les questions qui peuvent être importantes et qui peuvent être déterminantes, et après on va faire un petit peu des recoupements. Alors, justement, par rapport au chatranite ou au chatran, et à cette manière de pratiquer, si vous voulez, ça fait peur aux jeunes qui sont pas du milieu orthodoxe, haredi ou religieux, de se dire, je vais aller voir quelqu'un, je vais remplir un formulaire, et à la suite de ça, on va me présenter des profils. Si vous voulez, le fait que ce soit aussi formel, aussi préparé, arrangé d'une certaine manière, pour une génération qui a vécu avec le romantisme à la française, les films, etc., ou américaines, ça, on va dire que ça va, d'une certaine manière, ça va enlever un petit peu cette magie qu'il peut y avoir dans une rencontre, dans un café, dans la rue. Je le conçois parfaitement. Et qu'est-ce que vous répondez alors à quelqu'un que rien ne peut faire plus peur que la solitude. Et que c'est vrai que dans la vie, malheureusement, il y a des situations dans lesquelles, pour y remédier, il faut que je consente à quelques sacrifices. Les gens qui écoutent les demandes, bon, ce qu'on appelle la chatranite ou le chatran, ben, au fond d'eux, ils sont là pour rendre service. D'accord? Ils sont là parce qu'ils veulent justement que les jeunes se rencontrent, que les gens se rencontrent. Ok? Donc tu vas leur donner des renseignements sur ta vie. C'est pas ta vie qui les intéresse. Ok? C'est de trouver une solution au problème que tu viens leur poser. Maintenant, ton problème, à toi, quand je parle de toi, c'est pas Jonathan, mais la personne que j'ai en face de moi, c'est quoi? C'est de pas être seul. Dire, voilà, j'ai envie de me marier, je veux pas continuer à être seul. Ça vaut pas un sacrifice? Complètement. Voilà, c'est tout. Complètement. Maintenant, le chidour, c'est pas agréable. Le chidour, ça peut ne pas être romantique. La procédure d'aller raconter sa vie avant même de rencontrer le garçon ou la fille, je reconnais que c'est ingrat. Tout ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais, d'abord, ça vaut le sacrifice. Et deuxièmement, il n'y a pas de système plus propre et plus sain de mettre en contact un jeune homme et une jeune fille. D'accord? Essaye d'imaginer ce que je t'explique, Jonathan. Tu rencontres une jeune fille. Tu ne la rencontres que pour te marier ou pas te marier. Ah non,
Moi, je vous prêche un convaincu. Non, d'accord, mais non, dans l'idée, on n'est pas tout seul. on n'est pas tout seul. Non, dans l'idée, l'objectif est noble d'avoir une rencontre, et surtout qu'en général, très souvent, on n'est pas obligé d'aller voir un chatran ou une chatranite pour faire un chidour. On peut très bien, et d'ailleurs c'est la majorité des cas, il me semble, de personnes qui connaissent une jeune fille, qui ont un cousin ou une amie, et qui vont leur dire, regarde, j'ai un garçon qui me paraît très bien pour toi, dans le sens où il te correspond, il a plus ou moins le même âge que toi, il est un peu religieux comme toi. Mais en fait, c'est ce qu'il faut se dire. Il faut se dire que quand je vais raconter ma vie à quelqu'un, entre guillemets, en remplissant un formulaire, c'est pas parce que sa vie, elle m'intéresse, parce qu'il la connaît pas ma vie, mais il connaît peut-être quelqu'un, et ce serait tellement dommage de se rater. Donc c'est tout, c'est pas, il faut enlever, il faut démystifier, tu vois, j'ai dit tout à l'heure, démystifier le côté désagréable du chidour. Il n'est pas très agréable, je reconnais, mais il est quand même une bonne solution. Et d'ailleurs, juste pour parler d'une histoire qui est arrivée à un ami à moi, qui a une trentaine d'années, et m'a dit, regarde, j'en ai marre de rencontrer des filles aucun rapport, qui ne me correspondent pas du tout. Bon, c'est un jeune qui sort un peu à Tel Aviv, dans les boîtes de nuit, dans les bars, donc il rencontre des jeunes filles, mais à chaque fois il arrive au même résultat, il me dit écoute, aucun rapport, alors je suis sorti avec l'autre, elle croyait pas en Dieu, l'autre elle était religieuse, mais elle sort en boîte, enfin il y a trop d'incohérences. Bon, lui il est léger, hein, il pratique mais vraiment léger, il m'a dit comment je vais faire pour trouver ma femme. Je dis regarde, si tu penses que tu vas pouvoir trouver ta femme là-bas, et continue à aller là-bas, mais tu vois bien que tu n'y arrives pas. Donc essaye de parler autour de toi, de dire déjà, d'admettre et de propager l'idée que tu as envie, tu aimerais bien rencontrer quelqu'un pour avancer, pour te marier. C'est pas grave, ça arrive à des gens très bien. Et il me dit d'accord, ok, mais la fille, je vais la rencontrer où dans ce cas-là? Si je la rencontre pas en boîte, si je la rencontre pas dans des bars. Je lui dis, on va peut-être te la présenter. Donc, mais par contre, pour qu'on puisse te la présenter, il faudrait quand même au moins en parler, dire que tu cherches quelqu'un pour avancer, pour te marier, pour construire une famille et avancer et construire un foyer. Maintenant, ce jeune homme a eu une présentation, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, une cousine à lui qui lui a dit écoute, j'ai une copine que j'ai pas vue depuis 10 ans mais que j'ai rencontrée et qui pourrait très bien te correspondre. Et ils se sont vus donc en mode chidour parce que la personne qui est au milieu, donc la fameuse cousine, elle est très religieuse. Elle dit écoute, moi si vous voyez, c'est que dans certaines conditions, sinon moi je vous laisse vous débrouiller, je veux pas rentrer là-dedans. Et alors donc ils se sont rencontrés une première fois sans s'être parlé au téléphone, et on en reparlera du téléphone justement parce que ça peut être une catastrophe, les messages et les WhatsApp et tout ça, et aujourd'hui malheureusement c'est quelque chose qui est totalement répandu, mais on en reviendra si vous voulez bien après. Ils se sont vus sans jamais ni s'être parlé, donc il me semble qu'elle a envoyé une photo à l'un et une photo à l'autre, pour au moins qu'il y ait je dirais quelque chose, un petit élément, quelques informations de base. Ils se sont vus et je l'ai eu au téléphone récemment, il me dit écoute, on a passé une soirée extraordinaire. Il me dit c'est pas du tout, mais il y est allé en panique, hein. Alors voilà, pas du tout. Alors, je suis heureux d'entendre ça parce qu'il a dû découvrir une autre atmosphère dans la rencontre jeune homme, jeune fille. Et c'est ça, c'est le côté tellement propre du chidour. C'est ça qu'il faut admettre. C'est que quelqu'un qui n'est pas intéressé par un chidour, bon bah ok, il n'est pas obligé de le faire, personne n'est forcé à le faire. Mais quelqu'un qui veut vivre cette expérience tellement sans ambiguïté, alors je pense que c'est la meilleure solution qui peut exister. Si on veut lever l'ambiguïté. Vous avez fait un chidour, j'imagine, dans votre jeunesse avec votre épouse. Comment ça se passe? Bah moi c'est facile. Au 850e chidour, non je plaisante. Moi j'ai rencontré ma femme en chidour parce que quelqu'un nous a présenté. D'accord. Donc quelqu'un de ma famille qui me connaissait très bien a connu un jour Gila, mon épouse, et elle m'a dit écoute voilà, je pense que ça pourrait correspondre. Ok, donc après mes parents ont été informés. Et puis, apparemment, il y avait toutes les chances que ça puisse coller. Pourquoi? Parce qu'il y avait une éducation qui était plus ou moins similaire, des objectifs qui étaient plus ou moins similaires, des atomes crochus éventuels, ok. Maintenant, encore une fois, c'est un peu un coup de poker. C'est tellement un coup de poker que moi, quand on m'en a parlé, j'ai dit ok, moi je suis prêt à y aller, mais à une condition. Je veux pas savoir qui je rencontre, je veux pas de photos, je veux qu'on me dise strictement rien, je vais aller découvrir. Inconnu. À la découverte de l'inconnu. Complètement. Il y a un côté aventurier un peu excitant dans l'idée. Il y a un côté authentique. Ouais.
Voilà, moi, je savais pas avant de la rentrée si ma femme était blonde ou brune, grande ou petite, je voulais pas le savoir. Ok? Je faisais confiance aux personnes qui m'avaient présenté, donc quand on va chez un chatran ou une chatranite, il faut un minimum de confiance. J'y suis allé. Et en y allant, eh ben, j'ai découvert une personne, et la relation tout de suite, Alors, enfin pas tout de suite. Alors, attendez, déjà, Oui. vous arrivez donc c'est quoi? Dans un café, dans un hôtel? Non, pire que ça, c'était chez des gens, dans une salle, la salle à manger. Ah oui, c'était vrai. Hein. C'est quoi l'ambiance? Genre, vous arrivez comment ça chez Ah, les c'est gens? un tabou. Donc, ok, donc on se retrouve dans l'idée. Non, mais voilà, je dis pas qu'il faut suivre ce modèle-là, mais bon, moi j'ai un milieu religieux, ma femme aussi. Donc bon, mais à Tel Aviv, elle est très accompagnée souvent, par son père. à Tel Aviv, très souvent, on voit des Haredim, des religieux de Bnei Brak ou d'Yerushalayim ou d'ailleurs, Ouais. qui viennent rencontrer leur première rencontre, donc là, pour la première fois ou la deuxième fois peut-être, Dans des lobbies dans d'hôtel. des lobbies d'hôtel, ça se voit énormément à Lipton. Alors je t'explique. D'abord, de mon temps, ça se faisait aussi, mais de mon temps, ça se faisait peut-être pas la première rencontre. D'accord? Donc on s'est peut-être vu une fois, je crois, chez des gens, et puis déjà, au bout de la deuxième ou troisième fois, on s'est rencontrés dans des endroits, on va dire, publics et ouverts. Ok? Toujours est-il que quand tu vois un chidour dans Tel Aviv, d'abord tu ne sais pas si c'est la première ou pas la première fois, Ouais. mais évidemment les mentalités ont aussi un peu évolué. Ok, mais le principe reste le même. Il faut que tu saches que dans les milieux religieux, quand ils arrivent au rendez-vous, ils ne se sont pas encore parlé. Ils Jamais. n'ont pas échangé leur numéro de téléphone. Rien. C'est une personne qui fait le lien entre les deux, qui est à rendez-vous tel jour à telle heure, à tel endroit, et il dit pareil à l'autre, et ils se rencontrent, quoi. Même physiquement, ils ne se connaissent pas. C'est chez toi, oui, c'est moi, et voilà, quoi. Bon, donc c'est Alors, une découverte totale. donc vous arrivez dans cette soirée de famille, Gila arrive, Ouais, vous l'avez jamais vue, jamais. vous la voyez, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Coup de foudre. Non, Vaya Red Gila, Vaya Avea. Il vit Gila, puis il l'aima. qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bon, mais d'abord, Parce que vous êtes un jeune homme, 21 Voilà. ans, 22 ans. bon, déjà, c'est sûr qu'il y a un regard, un échange qui se fait. Bon, bah là, comme n'importe qui, comme tu dis, comme n'importe quelle jeune fille, c'est sûr qu'après, il y a une attirance ou pas une attirance, ou en tout cas une connivence, ok? Mais après, c'est dans la discussion qu'on se découvre. On voit si on a reçu la même éducation plus ou moins. C'est intéressant parce que tout de suite, on cherche ce qu'on a en commun. Tu connais un tel, ah oui, j'ai étudié là, ah, il y avait un tel, il y avait la sœur de celui-là, je connais, ta. Voilà, donc on a toujours besoin un petit peu de se repérer de cette façon-là. Et puis après, il y a deux choses qui sont essentielles. Les objectifs, d'accord? Et est-ce que le courant passe ou le courant passe pas? Ouais. D'accord? J'ai pas besoin de vous faire un dessin ou faire un cours là-dessus. Donc en réalité, si je peux me permettre, c'est exactement comme dans des relations qui sont, on va dire, beaucoup moins cachères, où on va rencontrer une fille, mais en fait ça va être totalement inversé. C'est-à-dire de l'autre côté, bon, bah, on va d'abord se voir, ensuite on va s'embrasser, ensuite on va découvrir la personne. Alors, d'accord, donc c'est exactement dans le sens inverse, parce que dans un chidour religieux, il n'y a aucun contact physique, il n'y a même pas d'isolement. Pratiquement, on se retrouve dans un endroit où on est tout seul, etc., etc. Mais là où c'est similaire, c'est que on se découvre. Ouais. On se découvre, on essaie de se plaire mutuellement. Évidemment, on essaie de se découvrir sous notre meilleur jour. Donc c'est normal, c'est la nature humaine qui veut quelque chose là. Mais il y a une pureté qui est la suivante. C'est que ou on est intéressé pour éventuellement se marier, ou on arrête. Alors, justement, par rapport à la structure donc, de la rencontre, vous voyez donc un chidour, donc une personne, un garçon voit une fille pour une première fois, ils vont passer une soirée ensemble où ils vont discuter, échanger. Alors, au terme de cette première rencontre, Il y a un compte rendu qui est fait au chatran, ou à la chatranite. d'accord, donc il y a toujours cet intermédiaire au milieu, Toujours. ça c'est obligatoire. En premier temps, c'est obligatoire. Mais alors, vous imaginez bien que là, vous vous adressez à un public, après, il y a des profils différents, des horizons totalement différents, des gens qui sont à des niveaux de pratique très divers et variés. D'ailleurs, on a... C'est un choix, ça défile pas. Ça défile pas parce qu'il y en a pas. D'accord. Et donc, des profils... Vous entendez mal? Alors, attendez, si vous entendez mal, vous entendez toujours mal? Je pense pas qu'on entend mal. Bon, ok, on va voir. C'est intéressant ça. J'ai besoin de savoir si on nous entend parce que... non? On nous entend bien? On est là. On nous entend? On nous entend bien? C'est bon. C'est bon. Ok. Donc, au terme de la première rencontre,
Ouais. un compte rendu qui est fait au chatran. Donc tout ce que je disais par rapport aux membres de la page et aussi on va dire à la masse de gens qui nous. Vous imaginez bien que on n'a pas forcément envie. Bon, alors d'accord, il y a quelqu'un qui nous a fait une rencontre, tout ça très bien. On n'a pas forcément envie, au bout de après avoir vu une jeune fille ou un jeune homme, de devoir faire un rapport. Moi, tu m'as interrogé sur la façon dont ça se passait dans les milieux religieux. Je t'ai répondu. Voilà comment ça se passe. D'accord. Maintenant, imagine qu'on a affaire à des gens qui sont moins dans ce milieu-là, ou des gens qui ont peut-être un certain âge, qui ont fait beaucoup de rencontres, et qui ont on va dire d'autres parcours, etc. Il n'y a pas de problème. D'accord, c'est pas un roc, quoi. C'est pas une règle obligatoire. Pas du tout. C'est un conseil. Mais il faut d'abord que j'explique bien quel est son rôle au chatran. D'accord. Ouais. Ça qui est intéressant. C'est que, premièrement, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que quand ils veulent, ils s'échangent leur numéro de téléphone, ils décident eux-mêmes de communiquer en direct, etc. Ok. Mais le chatran, il a un rôle qui est primordial. Pourquoi? Parce que dans une rencontre qui va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe, ok. Ça peut durer. Alors non, imagine comme ça, que ça se passe comme ça. Voilà, bon, moi, la personne m'a plu, mais il y a ceci, cela qui me dérange. D'accord. Ah, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire le chatran? Il va aller voir l'autre, il va entendre ses commentaires à lui, et il va essayer peut-être de tirer au clair certaines choses. Il paraît qu'il y a eu ceci, il paraît qu'il y a eu cela, ah non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et on se rend compte que très souvent, tout d'un coup, la consonance change, parce qu'au milieu, le chatran, il a ou arrondi les angles, ou expliqué. C'est vrai, on est rarement naturel dans une première rencontre qui dure pas beaucoup de temps. On va donner le meilleur de nous-mêmes en plus. Ou pas. Parce que tu vas rebondir sur une réflexion, puis tu vas pas dire en fait ce que tu pensais vraiment, et puis c'est dommage. Et le chatran, c'est ça son rôle, ou la chatraïte. Donc lui, il va réussir à déceler si certaines choses vont vraiment couper un peu le chidour et donc l'arrêter pour aller sur autre chose après, voilà. Un autre chidour, ou bien dire bon, finalement, écoute, ça c'est pas si grave que ça dans la mesure où ça peut, comme vous avez dit tout à l'heure, être arrondi et arrangé, et donc ça c'est pas un frein, et donc ça va pouvoir continuer sur une deuxième rencontre. Une deuxième rencontre, absolument. Et ça va continuer comme ça, 2e, 3e, 4e, jusqu'au moment où eux considèrent que, ma foi, c'était plus la peine de mettre le chatran au milieu. Alors on va dire ok, on continue ou on continue pas, parce que bon, ça quand même il a besoin de savoir. Mais c'est les jeunes eux-mêmes qui vont ressentir quand ils n'ont plus besoin de l'intervention de ce chatran. Alors j'ai entendu, ici ou là, que chez les Haredim, chez les gens qui sont très religieux, il y avait une espèce de règle commune comme ça qui disait que c'est 3 fois et au bout de 3 rencontres, on doit décider. Pareil, ça aussi c'est une idée reçue, c'est vrai. Il y a des communautés où c'est peut-être comme ça, mais pas partout du tout. D'accord, donc on peut très bien admettre qu'on peut se voir 4, 5 fois, 10 fois. Il y a un peu des codes de comportement, mais il y a aussi des shidduchim dans lesquels on dit en entrée de jeu, voilà, moi je veux pas que ça se passe comme ça, ou je veux que ça se passe comme ça, ou machin, etc. Après, on établit certaines choses. Maintenant, est-ce que vous imaginez que pour des gens qui sont pas des gens très religieux, au bout de devoir dire au bout de 3-4 fois c'est bon, je veux me marier avec cette jeune fille ou avec ce jeune homme, ou on arrête ou on continue, c'est compliqué, quoi. Évidemment. Mais c'est pour ça que je dis que, voilà, il faut vivre ça de la façon la plus naturelle possible. Ouais. Voilà. Et alors peut-être que la première rencontre, on n'est pas tout à fait à l'aise ou quoi, mais le plus vite possible, il faut arriver à dire, voilà, on va fixer nos propres règles, toujours en restant dans cette optique de mariage ou pas. Comme ça, c'est au moins les choses sont sans ambiguïté. Mais on a le droit de fixer nos propres règles. Le ressenti est très important. Et voilà, il faut surtout être soi-même. Moi, au contraire, ce que j'avais découvert de magnifique dans le judo, non pas que avant ça, j'avais des expériences contraires, grâce à Dieu, mais j'avais découvert que, en fait, il y avait une espèce d'honnêteté qui s'imposait et qui était absolument magnifique. Il n'y a pas de bobard, il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas de faux semblants. Non, on est là, on sait pourquoi on est là. C'est la réponse après, enfin la question après, c'est oui ou non. Ouais. Point. Se positionner. Voilà. Et la barrière de la halakha, évidemment, bon, mais ça concerne pas tout le monde, je le conçois, elle est très importante. Parce que comme il n'y a pas de contact physique, comme il n'y a pas d'isolement, etc., donc forcément la relation elle va être vraie. C'est parfait parce que vous me donnez la transition. Okay. Énormément
de gens vont vous dire, mais attendez, moi, je ne pourrais jamais me marier avec quelqu'un avec qui je n'ai pas eu de rapport, dans la mesure où je ne sais pas comment ça va se passer après, et imaginez, ça se passait mal. C'est quelque chose qui revient constamment dans les discussions que je peux avoir avec des amis, notamment qui sont beaucoup moins religieux que moi. Ils me disent, mais imagine, tu te retrouves du jour au lendemain avec ta femme, ou que tu n'as jamais touché, et que ça se passe mal. Qu'est-ce que tu fais? Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. J'ai plusieurs réponses. Première réponse, j'ai connu des couples dans lesquels ça se passait très bien. Avant encore? Non, avant, pendant, et un jour, ça se passait plus bien du tout. D'accord? Ça c'est un. J'ai connu des couples, et pas moins, pour lesquels ça se passait pas bien. La relation physique. Après le mariage. Après le mariage. Ok? Et ça s'est arrangé. D'accord. Ça veut dire que, en fait, ce que je veux dire, c'est que on se crée des critères qui n'en sont pas. Alors, il n'y a pas de problème dans la Torah, on connaît la nature de l'être humain, puisque c'est Dieu qui l'a créé, c'est lui qui nous a dit comment ça fonctionne. Ok? On n'est pas des gâcheurs de plaisir. On est conscient de l'importance du plaisir dans une relation. Ok? Mais justement, la Torah, elle nous le cadre et elle nous l'intensifie parce que justement, elle lui donne une définition. Un couple religieux se marie. D'accord? Toi, tu me dis, ils se sont pas connus, mais il faut que tu saches que souvent, ils n'ont jamais connu personne. Ouais. Donc, c'est une nouveauté. Cette nouveauté, elle peut pas être facile. Elle peut pas être facile. Ils se connaissent depuis quelques mois. Ils se sont jamais touchés. Il y a une gêne terrible qui s'installe entre eux. D'accord? Donc, déjà, on les prépare à cette gêne-là dans les milieux religieux. Et quand ils ont connu des difficultés à ce moment-là, on les écoute, on leur apporte des réponses, des solutions, on les aide avec beaucoup de pudeur. Ça qui est magnifique. Mais ils vont faire leur expérience, ils vont apprendre à se découvrir. Et en réalité, voilà. Et attention, ils vont se découvrir eux-mêmes, ils vont découvrir l'autre. En réalité, c'est ce que je trouve très beau. C'est-à-dire que il y a une découverte, mais il y a aussi une construction qui va se réaliser dans cette façon de faire. Dans le sens où, comme vous avez dit tout à l'heure, le jeune homme n'a jamais connu de fille, la jeune fille n'a jamais connu d'homme. Ils se rencontrent, ils se découvrent, et en fait, en réalité, ils vont construire entre guillemets, leur rapport. Comme quelqu'un l'a écrit, ils vont découvrir ensemble. C'est vrai? Oui. Mais comme je dis, ils vont construire leur relation. Parce que, alors, le plaisir charnel, l'échange physique, etc., tout ça, ça va occuper une place dans la vie d'un couple. Mais ils vont décider ensemble de la place que ça va occuper. Maintenant, moi, si vous voulez, ce qui m'inquiète un petit peu, pas personnellement, hein. Encore une fois, j'essaye de me projeter, on va dire, allez, 15 ans en arrière, avec les questions qui étaient les miennes à l'époque, et les questions qui sont aussi d'actualité pour beaucoup d'entre vous, qui sont de se dire, aujourd'hui, moi, j'ai, par exemple, je sais pas, 32 ans, je vais rencontrer une jeune fille qui va peut-être avoir 28 ou 30 ans. Elle a déjà eu des expériences avant. J'en ai eu aussi de mon côté. Comment on va pouvoir switcher du jour au lendemain, ou d'un mois à l'autre, ou d'une année à l'autre, à se dire, jusqu'à maintenant, c'était comme ça, et à partir de maintenant, ça va être comme ça. C'est quelque chose qui fait très peur pour aux jeunes. C'est quelque chose qui leur fait très peur. Comment on va pouvoir... Il est évident qu'il est beaucoup plus difficile d'écrire sur une feuille sur laquelle on a déjà écrit que sur une feuille sur laquelle on n'a jamais écrit. C'est pas moi qui le dis, c'est la Mishnah. D'accord? Il n'y a pas de discussion. Mais rien n'est insurmontable. Et je t'ai expliqué quelque chose, enfin je t'ai cité un exemple tout à l'heure, si même dans un couple, ça a pu mal se passer. Je vais vous donner un exemple. Ok? J'ai connu un couple qui a fait teshuva. Ils n'étaient pas pratiquants, et puis un jour ils ont décidé de le devenir. Et parmi les questions qu'ils avaient en faisant teshuva, ils sont allés voir leur rave, ok? Et ils ont demandé à leur rave, voilà, dans notre intimité, voilà ce qu'on a l'habitude de faire, voilà ce qu'on aime, voilà ce qu'on n'aime pas. Est-ce que c'est en porte-à-faux vis-à-vis de la Torah? Donc déjà, ils ont eu le courage et l'honnêteté d'en parler. Donc c'était magnifique. Et le Rav, il était obligé de leur dire, voilà, il faudrait un peu changer ceci, un peu changer cela, etc., etc. Ils l'ont fait. D'accord? Ils l'ont fait. Des années après, ils vous diront, si vous leur posez la question, mais vous ne leur poserez pas, ils vous diront, ça a été bénéfique.
Pourquoi il a été bénéfique? Parce qu'il faut se comprendre une chose. C'est que le plus difficile, hein, c'est pas de se régler l'un l'autre, c'est de décider de le faire. Hein, et quand on décide ensemble, ok, que ce que ressent l'autre, c'est ma priorité. D'accord? Alors à ce moment-là, on évite la plupart des galères. Je vais peut-être un peu mieux expliquer ce que je veux dire. Et je pense que c'est ça qui répond à ta question. La Guémara, elle insiste beaucoup, quand elle parle à l'homme, hein, sur la différence de rythme qu'il y a entre un homme et une femme. La Guémara oblige l'homme, ok, à fonctionner selon le rythme de la femme. D'accord? Elle donne des conseils qui sont assez précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans une relation aussi intime et charnelle qu'il puisse y avoir, la règle c'est quoi? C'est de ne pas penser à soi. C'est de ne pas être un preneur, mais d'être un donneur. C'est de se dire, bon ben, si l'autre attend cela de moi, voilà donc quel est mon objectif. Ah, mais quand on vit dans cet état d'esprit, quand la relation elle est basée sur cette conviction, mais les problèmes n'existent même plus. Et ce que je trouve extraordinaire justement dans la Torah, c'est que le devoir incombe à l'homme de satisfaire sa femme, mais à aucun moment on nous dit que la femme... Non, attention, la femme aussi... Non, si. Mais dans les textes, on nous demande, c'est l'homme qui doit donner, faire, pourvoir... D'accord, la Torah, elle a des raisons de le dire de façon plus explicite à l'homme qu'à la femme. D'accord. Ok, mais dans l'absolu, on va donner des directives qui sont très précises à l'un et à l'autre. À l'un et à l'autre. D'accord? Maintenant, la femme est de nature plus généreuse que l'homme, donc elle a besoin de moins, peut-être de consignes, ok? Mais la volonté et l'objectif restent le même, ok? Encore une fois, j'insiste sur cette notion du rythme, hein, donc de chacun, pour que quand chacun essaie de se régler sur le rythme de l'autre, à ce moment-là, on n'a pas de décalage. La Gemara raconte une histoire très belle qui n'a rien à voir avec ce sujet, mais bon, dans laquelle on voit l'illustration de ce que je veux dire. La Gemara raconte une histoire de ce rave qui s'appelait Rabbi Bar Ilai, hein, qui vivait dans une époque où on était très très pauvre. Et la Gemara dit la Torah, c'était la plus belle Torah de l'histoire, c'est celle de Rabbi Bar Ilai, parce que dans sa yeshiva, 6 élèves se couvraient avec une même couverture. Et le Rav Chaim Shmulevitch, il donne une explication magnifique à cet enseignement. Il dit d'abord, ça veut dire que la couverture, c'était une couverture, une place. Parce que si c'était une couverture 6 places, il n'y aurait pas eu de... C'était pas un chidouche, comme on dit, c'était pas un enseignement. Alors le Rav Shmulevitch demande, mais comment on peut se couvrir à 6 avec une seule couverture? Et il donne une réponse. Il dit, quand chacun veut couvrir l'autre, il y en a toujours assez pour tout le monde. Quand chacun veut se couvrir, il n'y en a jamais assez, même pas pour une personne. D'accord? Celui qui veut prendre, celui qui pense à lui, celui qui veut son plaisir, il n'est jamais satisfait. Celui qui cherche constamment à assouvir le plaisir de l'autre, à donner ce qu'il est capable de donner. Et son souci, c'est de savoir comment l'autre le reçoit. Lui, il est heureux, par la force des choses, mais il est certain d'atteindre son objectif, à savoir de faire plaisir à l'autre. Pourquoi il n'y a pas aujourd'hui, on va dire, une institution, ou bien une organisation, ou bien une entreprise même, parce que l'entreprise non mais qui finalement ne recenserait pas une espèce de banque de données, un peu comme à la manière de Facebook qui va voilà, ça tape large parce que c'est dans quel but? Mais dans le but justement de pouvoir effectuer comme ça des rencontres. Pourquoi c'est aussi... Mais non, parce que justement tout le principe du Shidour c'est personnalisé. D'accord, moi je vais te donner un exemple. Okay, je donne des cours depuis très longtemps, depuis des années, des années. Ah oui. D'accord, peut-être on va dire 20 ans, 22 ans, 23 ans, je sais plus. J'ai fait un seul Shidour. Un seul. Ok. Mais j'étais sûr de mon coup. Et je suis allé voir un de mes élèves, je dis voilà, il y a une jeune fille, je pense qu'elle peut te convenir, est-ce que tu veux la rencontrer? Il m'a dit d'accord, je vous fais confiance. Je suis allé voir la jeune fille que je connaissais bien aussi, est-ce que tu veux rencontrer? Je vous fais confiance. Donc ils sont allés en confiance, ils sont allés parce que, ils m'ont dit, ils sont allés parce que leur rave leur a dit, vas-y, ça peut coller. D'accord? Et ça a collé. Mais je suis pas un ordinateur. Après de nombreuses semaines où je me suis posé la question, où j'ai pensé, etc., tout d'un coup, j'ai eu le feeling, on va dire. D'accord? Je peux pas avoir une banque de données. Je peux pas attendre une chatranie qui ne te connaît pas, qui te propose exactement ce qui va te convenir. On n'industrialise pas le film. On peut pas, c'est impossible. T'imagines industrialiser le mariage? Ouais, ce serait très... Que Dieu nous en préserve.
On va vous demander. Alors, j'ai pas. On a eu beaucoup de questions et beaucoup de commentaires sur le live. On n'a pas malheureusement la possibilité de les voir. Enfin, on a un deuxième téléphone qui nous permet de les voir. Vous voyez. C'est exceptionnel la technologie. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Et juste avant de commencer avec les questions, il y a deux. Alors il y a un nouveau groupe sur Facebook. Alors je crois que ça s'appelle, mais je vous communiquerai l'information plus tard, The Jewish Matching comme match, Matching Box, qui propose donc de mettre en relation des personnes en vue d'un mariage et d'un shidour, enfin en tout cas en vue d'un shidour pour commencer, qui vous envoie des profils, vous remplissez un formulaire. Et alors pour le coup ils ont, je dirais pas industrialisé la chose, mais ils ont voilà un formulaire où on remplit des données. Bon, ok. Et ensuite, ils vous envoient un profil. Bref, en un mot, un site de rencontre, quoi. Un site de rencontre, mais alors, il n'y a pas le côté on va ouvrir des profils à tout va. Non, il y a rien de tout ça. C'est vous remplissez un formulaire et derrière, l'administration du site va vous envoyer un profil, sans photo, sans un profil qui pourrait vous correspondre. Voilà le numéro de téléphone de la jeune fille. Ah, pas mal. Bonne chance. Bon, moi je reste quand même un accro de la rencontre physique, puisque nous, quand on fait des shidochim sur mon épouse ou moi, la première chose qu'on demande, c'est de rencontrer l'autre. Enfin, la personne qui veut qu'on lui présente. Donc en la rencontrant, en discutant avec elle, il y a des choses qui passent, qui ne vont pas passer à travers un réseau social aussi perfectionné soit-il. Alors, Marianne nous écrit, alors là c'est le pompon, on choisit son mari dans un catalogue, c'est justement ce que le Rav disait, qu'absolument pas, Comment s'appelle Marianne Jami Sebag. Donc le Rav expliquait qu'il n'était pas du tout pour ce genre d'industrialisation de la rencontre, mais plutôt toujours rester dans un mode de rencontre. Alors, Zahira Zerbib, qui est une inconditionnelle de nos live. C'est largement celle qui donne le plus, envoie le plus de commentaires. C'est la palme du commentaire. Nous dit c'est mieux, qui nous dit mythique. Alors évidemment pas mythique, puisque mythique c'est un site de rencontre en plus qui est pas du tout juif, donc on va oublier. Alors Blair Waldorf, alors c'est pas son vrai nom je pense, nous écrit le problème aujourd'hui c'est que les gens se marient pour l'idée d'une belle soirée, donc j'imagine la cérémonie du mariage, et après le vide. La nouvelle génération ne connaît pas la signification de la vie à deux. D'accord. Un peu dur. C'est vrai. Ensuite. Alors, ceci étant, c'est vrai qu'il faut que tout le monde réalise de ce que c'est que la vie à deux, et que c'est vrai que c'est un thème qu'il faut sans arrêt rappeler, quoi. Et d'ailleurs, justement, par rapport à cela, on a vu une conversation il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous en rappelez, concernant la formation du khatan et de la kala, puisque avant un mariage sous la roupa, la halakha et la rabbanout même demandent à ce que la femme aille apprendre certaines règles et que le jeune homme aille apprendre lui aussi certaines règles. Et un jour je vous avais dit, en réalité, c'est tellement complexe le mariage, la compréhension de la femme, ou en tout cas la tentative de compréhension de la femme et inversement, qu'en réalité c'est une matière qu'on devrait nous apprendre dès le CP. Et honnêtement, on débarque en très peu de temps, en 6 mois, 1 an, 2 ans, dans le mariage, et en fait on se rend compte qu'on avait plein de certitudes, mais en réalité qui tombent à l'eau, et en fait on n'y comprend rien, quoi. On n'est pas préparé, quoi. On n'est pas préparé, en somme. Alors, regarde, je vais te répondre en deux temps. Premièrement, il est évident que apprendre ça au CP, c'est inconcevable, parce que ça ne peut pas être théorique comme enseignement. D'accord ? Donc, si on forme, entre guillemets, quelqu'un qui n'est pas à la veille de son mariage, on est dans une théorie. La théorie ne peut pas être le bon enseignement. Donc, on va choisir le moment qui est le plus théorique, qui est le moins théorique, oui. Mais avant que le couple ne se marie. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas t'adresser à quelqu'un qui est déjà marié en lui expliquant un certain nombre de choses qui vont lui donner le sentiment qu'on est rentré, qu'on a pénétré son intimité. D'accord ? Donc c'est très délicat. Ceci étant, il faut savoir une chose, c'est que dans beaucoup de milieux, notamment dans les milieux religieux orthodoxes, encore une fois, il y a une formation avant le mariage et il y a une autre formation après le mariage. Ouais. Alors après le mariage, ça se fait peut-être pas de façon aussi individuelle. En général, ce sont des cours qui sont donnés, mais à des groupes restreints. Et un rave
qui va rappeler toutes les lois qui concernent le mariage, et en même temps va beaucoup parler de l'esprit, du mariage, etc. Ce Rav va inviter à deux choses. D'abord à l'enseignement, à la compréhension, et deuxièmement, il va inviter les gens à se confier à lui en cas de problème. Donc on est conscient de ce que tu dis. On est conscient de ce que tu dis. Voilà pourquoi, encore une fois, le rôle du Rav dans la vie aussi d'un couple, il est capital. Ouais. Il en a entendu je ne sais combien, il ne sera pas choqué, il ne sera pas étonné, il ne va même pas retenir forcément ce que tu vas me dire, parce que il va pas je veux dire, vouloir cataloguer la personne, mais il va t'écouter, il va sûrement te donner un conseil, peut-être même plus qu'un conseil, qui va t'éclairer, donc il faut en profiter. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, sur la page Histoire de Rabbi et Paroles de Torah, Déborah et moi-même, nous efforçons à toujours conseiller aux gens d'aller voir les rabbins de communauté, leurs rabbins de quartier, si on peut dire ça. C'est vrai qu'elle me disait, Déborah, que souvent les gens viennent la voir, elle dit écoute ça, c'est une question, il n'y a que ton rabbin qui peut te répondre. Et c'est vrai que le rabbin, il a souvent une expérience de la vie ou une ouverture parce que grâce à la Torah, et c'est très important, dans la vie d'un couple ou dans la formation d'un couple aussi, il a un rôle qui est, je pense, incontournable. Et ce qui est très bien en plus avec un rabbin, c'est qu'on n'est pas, il ne nous jugera pas, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous dire. Il va pas nous juger alors parce qu'on n'est pas très religieux ou comme lui en fait. Il ne se permettra jamais de nous juger sur si c'est un bon rave. Il faut choisir son rave aussi, il faut choisir son rave. C'est sûr. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois. C'est très compliqué pour certaines personnes. Alors pour nous, Baruch Hashem en Israël, on a c'est la Géoula, donc on a plein de rabbanim, et puis on arrive vraiment à trouver des bons rabbanim qui nous correspondent, puisqu'il y en a beaucoup, et puis on est dans le cœur de la Meule, donc forcément c'est pour des gens qui habitent en province. Alors à Paris aussi il y a pas mal de rabbanim, donc ça va je pense, mais pour des gens qui habitent en province, c'est beaucoup moins évident. Est-ce que c'est possible d'avoir un rav à distance, un peu comme un psy à distance? C'est quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui. Alors absolument. En tout cas, je vais parler de moi. Moi, j'ai déjà des amis, des élèves, évidemment que j'ai connus, ou même quand ils sont de passage en Israël ou quand je suis de passage en France. Et puis après, on fait un suivi par téléphone, on échange différemment. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à la technologie, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire à distance. Et ça en partie aussi. Une question de Nat, Rachel Yafaguez, qui dit « Et quand un rave très connu », donc bon, ça veut rien dire, un rave connu, le rave Citruc, il n'est pas très connu, mais pourtant, c'est un très bon rave. Un très connu. Te dit « Fonce, c'est ton zivouille » et que le garçon joue. On fait quoi? À mon avis, il joue avec le rave. On fait quoi? Un garçon qui joue, il faut l'expliquer que tant qu'il n'arrête pas de jouer, il ne peut pas se marier. Ouais. Donc le rabbin il est peut-être pas informé, et voilà, après, je ne veux pas moi discuter de ce que les rabbinim disent ou ne disent pas, mais c'est sûr que c'est une raison d'intervention chez nous, c'est certain. On est vraiment désolé pour le son, on va investir dans des micros, c'est une décision qu'on a prise il n'y a pas longtemps, donc on va investir dans des petits micro-cravates, vous inquiétez pas, bientôt on va avoir la possibilité, mais bon, je pense que globalement on nous entend bien, donc voilà, pour les prochaines fois. J'ai Elisabeth Léani qui nous dit, arrivé à un certain âge, j'ai l'impression qu'il est difficile pour les chatranites d'organiser des shidurim. Il y a beaucoup de cas sociaux, donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle des cassos, en langage de jeunes, ça peut décourager. Ça peut décourager qui? Les chatranim ou les... je pense les jeunes, quoi. C'est sûr que quand vous êtes chatran ou chatranite, vous avez les cas simples et les cas moins simples. Mais les cas moins simples, ils ont aussi le droit de se marier, et il y a sûrement des gens qui leur conviennent. Donc, encore une fois, le chatran ou la chatranite, ce sont des gens à qui on doit faire confiance. Ne s'improvise pas chatran qui veut. Donc, je vous recommande de faire attention quand vous allez voir un chatran ou une chatranite, de choisir quelqu'un sur qui on peut compter, parce que si vous prenez n'importe qui, c'est vrai que c'est un problème. Mais bon, voilà, comme dans tout, il peut y avoir des problèmes, des meilleurs et des moins bons. Claire, chez Mouni, quand je disais le Rastruc, il est pas connu, je rigolais. Merci Claire. C'était une blague. Et alors il y a Shoshana Stéphanie Gage qui souligne une vraie... Attendez, je suis inquiet parce que Zahira on l'entend plus du coup. Zahira on l'entend plus. On voulait pas dire qu'il fallait s'arrêter, Zahira. Il y a elle est où? Shoshana Stéphanie Gage qui souligne une vraie problématique. Elle dit il y a des gens divorcés, alors c'est très 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 compliqué pour eux.
Est-ce qu'il y a des chatranim spéciales divorcés? Est-ce que comment ça Non, mais dans une chatranite, elle rencontre aussi des gens divorcés, donc voilà. Et puis il y a des gens divorcés des gens pas divorcés qui peuvent épouser aussi des gens divorcés, ça ne les dérange pas. Donc voilà, il y a de tout, il n'y a pas de généralité, vraiment. Voilà pourquoi il ne faut pas se décourager. Oui, il y a aussi une jeune fille qui nous dit pour une convertie, c'est encore plus difficile. Donc ça positif sur la page ce soir. mais en réalité c'est alors justement par rapport à la difficulté. On nous dit que Dieu quand il fait un chidour, c'est comme si qu'il ouvrait la mer Rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, d'abord pour répondre en même temps à cette question à la tienne, d'abord regardez, il n'y a pas de cas difficile. Ok, on connaît tellement de jeunes gens avec des profils en or et qui butent et ça marche pas. Là, ils passent des années à attendre et ça vient pas. Donc on connaît des gens avec des cas hyper compliqués et ils se marient comme à rien. Donc déjà, il ne faut pas passer perdant, 5 ans plus compliqués, c'est pas un cas compliqué. Ça c'est un. Deuxièmement, Akadosh Baruch Hu, c'est quoi son rôle dans l'histoire? Ok. Alors la Gemara, elle dit, comme il dit Jonathan, que quand Hachem il organise un chidour, c'est comme si il ouvrait la mer. C'est certain que deux personnes qui sont deux univers décident de se rencontrer et de s'unir. Mais c'est certain que c'est le choc des titans, quoi. C'est-à-dire, normalement, naturellement, chacun il va, pour reprendre l'image tout à l'heure, tirer la couverture à soi, et c'est pas censé marcher. Ok? Ouvrir la mer, c'est quoi? C'est aller contre nature. Et ben, pour qu'un chidour réussisse, il y a un moment où il faut ravaler sa nature et il faut dépasser sa nature. Voilà ce que c'est donc la chose de la mer Rouge. D'accord. Donc on est dans l'ordre du surnaturel. Il y a un moment où on dépasse. Absolument. Dépassement de soi, surpassement. Surpassement, dépassement, repassement. J'ai une question qu'on a reçue dans l'inbox qui nous dit bonsoir Rav. Pardon. Quand le shidur est un bal tchouva, donc bal tchouva c'est quelqu'un qui fait tchouva, donc pour les gens qui n'ont pas compris, donc qui revient à la religion, qu'il a décidé d'être rabad. Et que moi j'ai pas envie d'être Chabad. Et d'ailleurs on a une autre question qui viendra après par rapport à Chabad et à Breslev qui nous a été posée et qu'on nous a demandé de vous poser. D'accord. Et moi j'ai pas envie d'être Chabad. Mais sinon tout colle. Je dois faire que dois-je faire? Je rappelle les Chabad suivent le rythme Ashkenaz et je suis 100% de ces Chabad. Florence qui répond il faut prier. Que dois-je faire? Il n'y a pas de mariage sans concession. Il n'y a pas. Maintenant, on choisit soi-même où on veut faire les conditions. Donc, je pense qu'un mari qui a toutes les qualités, d'accord, et son seul défaut, si excusez-moi l'expression, c'est d'être Chabad, c'est d'être Ashkenaz, c'est pas un défaut, c'est pas un inconvénient. Ça fait partie des concessions que je dois faire. Oui, parce qu'il y aura toujours, par exemple, les Marocains qui vont dire, une Marocaine qui va dire j'ai trouvé un, mais il est algérien, ou l'autre qui va. Il y aura toujours quelque chose qui va. On trouvera toujours quelque chose. Et je pense qu'un couple dans lequel il y en a un qui veut être Chabad et l'autre qui est 100% séfarade, ça peut être un couple très riche, qui vont s'apporter mutuellement. Mais par contre, ils doivent obligatoirement être ensemble dans une chita. Ils ne peuvent pas un être Chabad, l'autre être. Alors, il y a des règles. Tout ce qui est halakha, mina, etc., la femme, elle se doit de suivre son mari. Ok. Maintenant, tout ce qui est caractère, ambiance dans la maison, etc. Là, on est obligé de composer nous les hommes par rapport à la femme. Donc voilà. Après, on établit des règles qui se font dans la fraternité, dans l'intelligence, et c'est comme ça qu'on surmonte tous les obstacles. Donc d'accord. Donc vous dites, en gros, vous lui dites que s'il est Chabad et que ça se passe très bien, fonce quoi. Et puis c'est très bien d'être Chabad, hein. Je veux dire, il y a des. Non, mais là n'est pas la question. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est. Même un Breslev. Non, n'exagérons rien. Et alors justement par rapport, ce soir c'est magnifique. On a une question concernant justement les Chabad et les Breslev. Ouais, tu peux la retrouver par là. Ouais, merci beaucoup. On a une question qui nous dit voilà. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois, donc. Alors, que penses-tu de ceux qui sont. Alors, c'est les questions, on vous les donne comme on les reçoit, hein, on les retrafique pas derrière. Que penses-tu des gens qui sont trop Chabad ou trop Breslev, limite à en faire une idolâtrie, ce qui est péché dans la Torah? Ça me rappelle une histoire très sympathique.
je buvais un café un jour avec une copine, et elle me disait, une copine d'une collègue de travail, et elle me disait, mais t'es religieux, mais jusqu'à où tu vas être religieux comme ça? Et je lui ai répondu, loin, très loin. Et parti en courant. Ça veut dire quoi être trop Chabad, trop Breslev, trop religieux, trop séfarade? Alors moi, je vais répondre à cette question avec une facilité. D'accord? Il n'y a pas de trop Chabad ou trop Breslev. Par contre, il y a des mal Chabad et mal Breslev. Voilà, c'est tout. Et quand quelqu'un c'est un bon Chabad ou c'est un bon Breslev, il n'y a pas trop. Après, c'est une façon de voir les choses. Après, on peut partager. Adhérer ou pas adhérer. Voilà. Et d'ailleurs, un jour, j'entendais un Rav Breslev me dire... On a un fan club. Ouais, on a un public ce soir. On avait un Rav Breslev, pour le coup, qui disait, si on vous dit je suis Chabad, je suis Breslev, ou ce genre de choses-là, méfiez-vous, parce que des Breslev, il y en a très peu, c'est un Rav Breslev, et des Chabad, il y en a très peu aussi. Donc en réalité... Moi, je vais vous dire quelque chose. Ouais. Moi, si j'avais quelqu'un en face de moi que je devais questionner, je lui demanderais pas qu'est-ce que tu es. Est-ce que tu es Chabad? Je lui demanderais qu'est-ce que tu es pas. Et c'est en fonction de la réponse à cette question qu'il pourrait me faire peur ou pas. Parce que quelqu'un qui dit moi, je ne serai pas Chabad, je ne serai pas Breslev, je ne serai pas ceci, je ne serai pas cela, c'est là que ça devient dangereux. Ouais. Ok, je préfère quelqu'un qui me dit je suis un peu ceci, ah ben ça aussi, ah ben ça aussi, ah ben ça aussi. C'est qu'il y a tellement de belles choses à apprendre de tous les côtés que c'est le fait de ne pas vouloir être quelque chose qui devient problématique. Mais quelqu'un, encore une fois, c'est quoi trop Chabad? Vous savez qui c'est le Rabbi Lubavitch? Est-ce qu'on peut être trop Chabad? Ouais. Par contre, on peut mal comprendre les enseignements d'un Rav. Oui. Alors là, le problème il est ailleurs. Le problème, ça n'a rien à voir avec la chassidoute. Voilà, exactement. Tu te rappelles, tu m'avais invité à une soirée de Loubalev. Oui. D'accord. Alors Loubalev, juste pour te dire un petit peu ce que c'est aux gens qui nous suivent. Ouais. Loubalev, les Loubalev, c'est en fait un groupe d'amis d'ici, donc en Israël, des gens de Yerushalayim, Tel Aviv et Beth Shemesh, donc des gens qui sont Chabad et d'autres qui sont Breslev. Et en fait, on a fait une espèce de groupe qui s'appelle Loubalev. C'est pas une nouvelle chassidoute, hein, c'est juste un groupe de copains. Et on se retrouve pour faire des soirées musicales. On parle de Torah et on essaye d'unir un petit peu nos forces, entre guillemets, pour faire avancer les choses, pour faire avancer les mentalités. Voilà. Et moi, il m'avait invité, Jonathan, une fois, et c'était une soirée magnifique. Et on m'avait demandé de prendre la parole. Et je leur avais dit une chose. Je leur avais dit, voilà, dans la vie, on choisit si on veut se rapprocher de la chassidoute ou vivre selon le mode de la chassidoute. Mais je leur avais dit, si vous avez choisi de le faire, soyez des vrais chassidim. Et je leur avais expliqué qu'est-ce que c'est qu'être chassid, enfin selon mes connaissances à moi. Et je leur avais dit, mais vous vous rendez même pas compte peut-être à quel point c'est magnifique d'être chassid. Donc il n'y a pas trop ou pas assez. Il y a juste un problème de découverte et de compréhension. Pour moi, au contraire, je ne peux qu'encourager. Je suis toujours admiratif du bien-être que donnent aux gens, que ce soit les Breslev à leur façon, que ce soit les Lubavitch, en mettant les téfilines, etc., etc. Après, on adhère, on critique, on ceci, on cela. Moi, j'ai toujours appris, c'est mon père qui m'avait toujours donné cette leçon, de jamais rentrer dans ces polémiques, elles sont tellement pas intéressantes, alors qu'au contraire, il y a des choses tellement belles qui sont de tous les côtés. Moi, je suis un juif séfarade tunisien, j'adore ce que sont les Tunisiens, mais j'ai des amis qui sont algériens ou ashkénazes, et je découvre des choses qui sont magnifiques, et je me sens pas mieux qu'eux, et au contraire. Et voilà pourquoi, dans mes critères à moi de mariage, ou dans les critères de mariage de mes enfants, ça n'a jamais été une condition ou un critère, parce que c'est au contraire, c'est tout l'inverse. Les amis, ça fait un petit peu plus d'une heure, il me semble, que ce live dure, et on va un petit peu moins d'une heure, ça fait 50 minutes. On va y mettre un terme, puisque le Rav doit rentrer à Yerushalayim et demain... Il y avait une question sur la Parnassa, si tu veux. Il y avait une question sur la Parnassa que je ne crois pas avoir notée, mais on va essayer de consulter ça tout de suite. Donc en cliquant ici, on retrouve les messages. Je reviens sur ma question de la Parnassa. Quelle avérote empêche la Parnassa? Alors, j'aimerais bien rester dans le thème quand on pose des questions. Donc ce soir, on parlait du Shidour, donc on aurait bien aimé rester dans le thème. Mais bon, puisque la question a été posée, quelle avérote empêche la Parnassa? Alors, c'est pas un détail c'est pas un sujet que j'ai envie de détailler en public, pour être très franc. D'accord? Parce que il y a des choses qu'on peut pas dire pour ne pas risquer de froisser les uns ou les autres. Et je veux surtout pas te décourager. Et si je dis maintenant, admettons, voilà. Ne pas faire un tiré le matin. Voilà, c'est bon, on va ça, et qu'il y a 1000 personnes qui nous écoutent, qui vont dire, donc je veux pas risquer.
Je veux juste expliquer une chose, c'est que il y a un rapport étroit entre les fautes qui sont liées à la moralité, d'accord, à la sexualité, et la parnassa. Voilà. Maintenant, on peut trouver des gens très riches et qui ont des gens de bêtises, mais il faut savoir que ça, c'est homologué. Ça, malheureusement, ça empêche, ça bouche les canaux qui nous permettent. J'ai entendu aussi que un homme qui rendrait sa femme triste, ça pouvait être aussi un frein à la parnassa. Alors là, il y a une autre idée. Il y a une autre idée parce que la Gemara dit comme ça que celui qui un homme doit comment c'est marqué, doit se nourrir en fonction de ses moyens et nourrir sa femme, ou honorer sa femme, je sais plus comment c'est marqué, au-dessus de ses moyens. Et la Gemara, elle explique, elle dit une très belle idée. Elle dit, moi, je sais ce que je peux dépenser parce que je sais ce que je gagne, et donc je sais ce que je peux, ou alors je sais ce que je peux demander à Dieu. D'accord? Mais un mari, dont la femme a une confiance absolue en son mari, une femme, pardon, dont la femme a une confiance absolue en son mari. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il la gâte. Donc je dis, mon mari, donc s'il me gâte, c'est qu'il a. D'accord? L'homme a le droit de se tourner vers Hachem et lui dire, écoute, puisque ma femme, elle croit, ne détruis pas cette image, et donne-moi ce qu'elle attend de moi. Donc en fait, plus on crée une attente chez la femme, mais une attente positive, on la gâte, on l'honore, voilà, en fait, le mot de la Gemara, c'est honorer, on oblige en quelque sorte Hachem à nous donner les moyens de continuer à honorer notre femme. Et ça, c'est spécifique. Encore une fois, on n'est pas dans le détail de qui apporte la parnassa dans le couple, mais on veut inciter l'homme, on veut lui faire comprendre à quel point honorer sa femme, c'est d'une importance capitale. Ces trucs. Jonathan. Je sais qu'on aurait aimé que ça dure encore, on pourrait passer longtemps, mais voilà, vous avez des obligations. C'est toujours un plaisir en tout cas. En tout cas, vraiment, ouais. Non, les questions sont sympas, il y a un bel échange, vraiment, je le fais avec grand plaisir. Donc on continue alors? Si Dieu veut. Alors, mardi prochain, j'ai pas cours à Tel Aviv. D'accord, mais je viendrai à Jérusalem, c'est pas un problème. Voilà, donc on trouvera une solution, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt. Au revoir.